Alors le numéro 2 du top 10, c'est tout ce qui concerne les mécanismes d'authentification. C'est c'est un élément assez vaste qui couvre beaucoup de choses. Donc là, dans cette vidéo, on va vraiment donner une overview. Et ce sera impossible de tout couvrir de manière pratique, mais vous allez voir qu'en final, c'est pas des choses si compliquées, que que ça rejoint la logique de tout ce qu'on fait, et que les vulnérabilités sont souvent assez faciles à comprendre. Alors on peut voir ce qu'on dit au WASP. Donc comme je le disais, c'est tout ce qui concerne les mécanismes d'authentification. Donc ça comprend les mots de passe, les session ID, donc tout ce qui va permettre au final de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas en utilisant un compte d'un autre utilisateur ou d'un administrateur, et de se connecter à des choses auxquelles on n'a pas normalement accès. Alors, c'est considéré comme très facilement exploitable parce que évidemment on a des ressources sur internet, des quantités absolument incroyables de mots de passe qui ont été hackés et qui n'attendent que à servir pour du credential stuffing. On a aussi tout ce qui est les mots de passe par défaut, des frameworks qui restent souvent utilisés. C'est très facile de faire du brute force et maintenant avec les cartes graphiques actuelles on peut vraiment aller vite sans beaucoup de ressources. Et évidemment, tout ce qui est gestion de session, c'est bien compris. Donc s'il y a une faille à ce niveau-là, elle est exploitable et exploitée. Alors c'est assez courant et facilement détectable. Vous allez comprendre après pourquoi c'est tellement vaste. Et généralement, ça repose sur des erreurs humaines à un moment ou à un autre, soit de la conception, soit de l'implémentation de la mise en place d'un framework par des gens qui n'avaient pas la sécurité en tête. Et l'impact technique est évidemment important, puisque si vous hackez un compte administrateur ou même un compte utilisateur, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Alors, je vais essayer de vous donner une idée de tout ce que recouvre cet élément Broken Authentification. Alors, on considère qu'un mécanisme d'authentification est cassé, donc bon, c'est la traduction française de Broken Authentification, lorsqu'il va permettre des attaques automatisées, donc par exemple du brute force ou essayer des listes de mots de passe connus, donc credential stuffing. Lorsqu'il va accepter des mots de passe par défaut, ou alors trop simples ou communs, donc par trop simple, j'entends trop court et donc sujet à des attaques par brute force, donc trop court et qui contiennent pas forcément de caractères spéciaux, etc. Donc de mauvaises politiques de sécurité. Ensuite, des mots de passe des mécanismes de récupération de mots de passe vulnérables. Donc tout ce qui concerne par exemple les questions auxquelles on peut trouver des réponses en faisant un peu d'ingénierie sociale ou des recherches Facebook sur la personne, c'est clairement pas un mécanisme de récupération de mots de passe sécurisé. Le nom de jeune fille de votre mère, le nom de votre premier chien, tout ça, on pourrait le retrouver ou le deviner. Ensuite, évidemment, stocker les mots de passe en clair ou avec des hashes vulnérables, peu importe où ils sont. On verra après les différentes situations. Ensuite, l'absence ou une mauvaise qualité de l'authentification multifactorielle, parce que juste un mot de passe maintenant c'est plus considéré comme vraiment sécurisé. Ensuite, évidemment, les session ID dans l'URL et tout ce qui concerne comment dire, l'absence de rotation de session ID ou de l'invalidation des anciens tokens, des anciens session ID. Alors, pour vous donner une idée d'un peu tout ce que ça recouvre, on va regarder en fait la checklist que conseille OWASP lorsqu'on réalise un test d'intrusion. Donc, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo vers le fichier Excel qui comporte tout ça. Donc la première étape pour tester un mécanisme d'authentification, c'est de regarder si les informations de connexion sont envoyées de manière encryptée ou pas. Donc si on est en HTTP ou en HTTPS, donc sachant que HTTP c'est pas encrypté, HTTPS c'est encrypté. Donc si on est en HTTP, en fait, on va pouvoir intercepter ces identifiants de connexion avec des outils comme Wireshark sur le réseau. Donc. Et si on est en HTTPS, ça sera encrypté, donc ça sera plus sécurisé. Et il faut aussi regarder si on est en post ou au get, parce que comme vous le savez, en get, les identifiants de connexion sont inscrits dans l'URL. Donc si on est en HTTP, là c'est carrément évident. Si on a un HTTPS, ça reste une mauvaise pratique,
puisque toutes ces URL vont être loguées un peu partout, elles vont être loguées dans le navigateur, dans le serveur web, etc. Donc ça va laisser des traces. Et en post, bon, et donc évidemment, le mieux, c'est post et HTTPS. Ensuite, il faut regarder les mots de passe par défaut. Ça arrive régulièrement, hein, c'est vraiment courant. Comme la majorité des gens maintenant, quand ils vont créer un site web ou une application web, ils vont utiliser des frameworks open source ou commerciaux déjà faits et qui demandent au final assez peu de configuration. Et s'ils n'ont pas en tête une optique de sécurité informatique, ils peuvent oublier de changer les mots de passe par défaut de tous ces frameworks, ce qui nous laisse la porte ouverte à faire ce que l'on veut dessus. Ensuite, il faut regarder le mécanisme de blocage de compte. Donc quand on fait plusieurs fois un mot de passe incorrect, un bon système de sécurité devrait avoir un moyen efficace de bloquer ces tentatives. Enfin, Donc par exemple, il pourrait temporellement empêcher d'autres tentatives de connexion pendant 5 minutes, puis après pendant 10 minutes, etc. Euh, pour empêcher les attaques par brute force ou les attaques pour deviner, ou bloquer l'IP. On pourrait aussi avoir une demande de confirmation par mail, sans question de temporalité, ou l'intégration d'un captcha au bout de deux mauvaises tentatives, etc. Tout ça pour empêcher les attaques soit automatisées, soit manuelles, qui cherchent à deviner ces mots de passe. Donc si ce mécanisme est pas bien implémenté, ou même s'il n'existe pas, on va pouvoir réussir à récupérer ce mot de passe généralement. Alors on peut aussi regarder carrément des moyens de contourner ce mécanisme d'authentification. Donc on pourrait par exemple faire comme dans la partie précédente avec des injections SQL. On pourrait aussi faire ce qu'on appelle des réécritures de paramètres. Donc si imaginez qu'on a un paramètre authentifié dans les cookies ou même dans l'URL parfois, on pourrait simplement le mettre de oui à non et se retrouver authentifié. On peut aussi, certains sites sont vulnérables en fait au niveau du contrôle d'accès. Le contrôle d'accès n'est implémenté que sur la page de login, et derrière il y a des URL qui sont en fait accessibles par tout le monde et qui sont sécurisées que par le fait qu'elles ne sont pas référencées publiquement. Donc dans ce cas-là, si vous arrivez à les énumérer, vous pourriez y accéder même si vous n'êtes pas login. Donc ça s'appelle du first browsing, et donc c'est aussi un moyen de bypasser cette authentification. Ensuite, on peut exploiter la fonctionnalité qu'on appelle souvent en français rester connecté ou se souvenir de moi. Donc, qui en fait va, va en fonction de comment elle est implémentée, stocker le mot de passe dans un cookie. Et ce mot de passe, il faut bien chercher à voir s'il est stocké en clair ou s'il est stocké avec un hash. Et s'il est stocké avec un hash, est-ce que ce hash est suffisant? Est-ce que c'est un hachage faible? Est-ce qu'on pourrait le craquer? Tout ça, ça peut laisser des vulnérabilités dans le navigateur. On va aussi avoir les fonctionnalités autocomplete des navigateurs, donc qui par exemple vont se souvenir des informations dans les formulaires. Elles peuvent sauvegarder des mots de passe, elles peuvent sauvegarder des informations confidentielles. Donc si ça arrive, il suffit que quelqu'un ait accès au navigateur d'une manière ou d'une autre, il pourrait récupérer ces informations de connexion. Ensuite, il faut regarder tout ce qui va être mis en cache dans le navigateur, et aussi dans l'historique. Par exemple, le truc classique, c'est de voir si en faisant page précédente, on peut accéder à des informations confidentielles alors qu'on a été déconnecté de notre compte. Donc pour empêcher ça, le plus simple, c'est de mettre du HTTPS et des headers qui disent de ne pas mettre en cache le navigateur. Ensuite, il faut regarder pour évidemment tout ce qui est politique de mot de passe. Si les mots de passe ne sont pas... si une application web ne demande pas que ces mots de passe soient suffisamment complexes, qu'il y ait une rotation des mots de passe régulièrement, et que cette rotation des mots de passe se fasse de manière sécurisée, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas réutiliser le même mot de passe,
qu'on ne puisse pas utiliser un mot de passe qui contient le nom d'utilisateur ou la date de naissance de la personne ou quelque chose comme ça. On évitera des attaques bêtes où l'attaquant va juste deviner le mot de passe en faisant un petit brute force à partir de quelques mots-clés. Alors ensuite, les deux suivants se rejoignent un peu, c'est les questions de sécurité et les moyens de récupérer les mots de passe ou d'en changer. Donc si c'est question de sécurité pour récupérer un mot de passe oublié, ou parfois on a des questions de sécurité pour se connecter aussi, sont faibles, c'est-à-dire soit sont sujettes à être devinées, parce que c'est des questions comme je parlais tout à l'heure, quel est le nom de jeune fille votre mère, ou quelque chose qu'on pourrait récupérer en cherchant en faisant de l'ingénierie sociale, soit aussi si on n'a pas de mécanisme pour empêcher trop de tentatives, on pourrait, parce que si on peut brute force la réponse de la question de sécurité, elle perd un peu son intérêt. Donc il faut voir si ces mécanismes sont bien mis en place. Et enfin, il faut regarder s'il n'y a pas des moyens alternatifs de se connecter. Parce que parfois, on a un site web principal et on a un site web dans une autre langue qui a une page de login différente, qui va pas utiliser exactement les mêmes moyens d'authentification, qui sera pas protégé pareil. On a aussi par exemple des sites pour des accessibilités pour des personnes handicapées, par exemple des sites pour aveugles. Est-ce qu'ils seraient pas sujets à être attaqués? Euh, le site, pas les aveugles. Donc faut regarder tout ça. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très vaste, ce point Broken Authentication. Donc évidemment on va pas tout faire, je vais vous épargner tout ce qui est récupération de mots de passe sur le Just Shop avec les questions. Je pense que vous pouvez très bien faire ça tout seul. Nous ce qu'on va regarder ça va être les attaques de credential stuffing, les attaques de brute force, on va faire ça avec Burpsuit et, euh, et Zap. Et puis on verra peut-être des choses avec des session ID ou des cookies. Je vous retrouve tout de suite pour faire ça.